Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ensemble pour la troisième mi-temps du Middle. Avec moi en plateau pour débriefer un super week-end de rugby, Jérémy Fada, François Malisson. Bonsoir messieurs. Salut Perle, salut tout le monde. Hein. Est-ce que vous avez vibré ce soir? Vibrer, je ne sais pas si c'est le mot, parce que le match a été quand même assez vite plié, mais Ce week-end ce week-end, En tout cas, on a eu beaucoup vibré. plus de suspense, samedi soir, et même samedi après-midi, même si on n'a pas eu beaucoup. Même dimanche après-midi. Dimanche après-midi, pardon, cet après-midi. sur Oui. l'Access Match. Toujours plus que dimanche soir, où effectivement, on peut dire que ça a été un match à sens unique. Je vous propose de commencer par le score le plus frais, Stade français La Rochelle, Ouais. avec 45-5 pour le Stade français qui s'est imposé, on va dire, assez sereinement, facilement. Je ne sais pas trop. Je crois, si on ne se trompe pas, que c'est la plus large victoire d'une équipe en barrage, hein, je crois. J'ai pas souvenir récent en tout cas. 40 points d'écart, malheureusement pas grand-chose à dire. Je dis malheureusement pour les Rochelais qui, avant qu'on parle des Parisiens, qui ont fait une très très forte impression, il m'a semblé que ces Rochelais qui étaient héroïques depuis 3 mois et demi, qui ont fait une folle remontée au championnat, 8 victoires sur les 9 dernières journées de top 14, qui ont arraché leur qualification dans le top 6 dans les dernières minutes de l'ultime journée de la phase régulière. J'ai l'impression qu'ils avaient tout donné, qu'ils n'avaient plus grand-chose dans le réservoir. Il y a plusieurs choses qui ne trompent pas. Déjà, les contacts. Les contacts, ils les ont tous subis. Ils ont reculé en défense, ils ont reculé en attaque sur les rares munitions offensives qu'ils avaient. Ils ont reculé en conquête avec des images en mêlée fermée qui faisaient mal aux yeux en deuxième mi-temps. Et puis 3 blessés sur la seule première mi-temps. 3 garçons, je crois, tous touchés aux ischios. Enfin voilà, ça prouve à quel point ces Rochelais, ils n'avaient plus du tout d'énergie, plus d'essence dans le moteur. Et à partir de là, quand on tombe contre une équipe du Stade français dans une forme resplendissante, ça donne ce score lourd. Jérémy l'a dit, les Rochelais, ils sont arrivés, ils étaient cramés. Tu te crées une histoire, tu te crées une dynamique, mais au bout d'un moment, quand tu enchaînes 8 victoires en 9 matchs, quand tu dois cravacher tous les matchs pendant que les autres peuvent se laisser peuvent un peu se reposer, au bout d'un moment, tu te confrontes aussi à la réalité physique et tu es bien trop fatigué. On le sait, ces matchs de phase finale, c'est des matchs très durs, très âpres. Visiblement, il faisait très chaud encore à Paris, même si c'était le soir. On a vu les joueurs transpirer dès l'entame de match, transpirer beaucoup. Donc ils se sont confrontés à cette dure réalité physique et finalement, ils n'ont pas été invités ce soir-là. C'est pas pour autant que leur saison est à jeter, loin de là. C'est ce que j'allais dire. Il ne faut pas que le score de ce soir, il ne faut pas qu'il Exactement. occulte les 3 derniers mois des Rochelais qui, à mon sens, vont être primordiaux, même essentiels pour la construction de l'année prochaine. On sait que La Rochelle a été dans une forme de transition tant dans son effectif, au niveau du recrutement, mais aussi Dans le jeu. au niveau du jeu, avec plus de prise d'initiative, etc. Ça serait vraiment injuste pour ces Rochelais qui n'étaient manifestement pas en capacité de rivaliser ce dimanche soir, de s'arrêter et de tirer le bilan uniquement sur ce match. Le bilan des 3 derniers mois, il est excellent. Et voilà, ce match, je pense juste qu'ils n'étaient pas en faculté de pouvoir le disputer avec toutes leurs ressources. On peut le dire, c'était déjà une surprise qu'ils soient dans ce top 6, même si... Surprise, je sais pas, mais un petit miracle. Quand on sait où ils en étaient il y a 3 mois et demi, effectivement, il n'y a pas grand monde qui aurait mis une pièce sur eux. Ils sont aussi tombés sur un top 14 qui était un petit peu dingue, très resserré, où les points comptaient double. Mais bon, ils ont été se la peler, quoi. Ils ont été se l'arracher, cette qualification. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit que sur la dernière journée, ils ont reçu le Stade français. Ouais. Un Stade français qui avait fait Un peu remanié. un petit peu tourner, qui d'ailleurs sur la fin de saison, puisqu'il va falloir quand même parler de Paris, une des grandes forces de cette équipe parisienne, outre le fait de se qualifier en demi-finale sans trop avoir tremblé, c'est que je trouve que c'est une des équipes qui a plutôt bien géré son effectif sur les dernières semaines. Et attention, ça peut largement compter pour la suite des phases finales. Et justement, pour parler du Stade français, tu le disais, c'est une équipe qui a bien géré, mais qui a aussi la capacité de bien le gérer, parce qu'elle a pas 2 équipes, mais notamment en première ligne, elle a plusieurs joueurs, ils peuvent faire rentrer. Il s'était permis de mettre Melikidze sur le banc, qui est un des meilleurs piliers du top 14. Alors qu'ils n'ont pas Abramovich. C'est dire la force dont dispose Paul Gustard. Donc c'est assez impressionnant ce que le Stade français a fait toute cette saison. Il faut le souligner aussi, il faut rappeler d'où ils viennent. Ce soir, ils étaient certes face à une équipe amoindrie de La Rochelle, fatiguée, mais ils ont montré tout ce qu'ils savaient faire, notamment en mêlée. Ils ont concassé les Rochelais, ils leur ont fait très mal physiquement.
et c'est à souligner. Il faut dire bravo aussi à cette équipe du Stade Français qui a fait très forte impression et qui va être un sacré prétendant pour la suite. Juste pour revenir sur La Rochelle, il y a Pierre Bourgarit qui a dit au micro de Canal, on manquait d'énergie. Jérémy, c'est un peu ce que tu as mis, ce que tu as écrit, c'était le match de trop. Oui, c'était le match de trop parce que encore une fois, dans cette folle remontée, dans cette course-poursuite dingue, ils ont fait des miracles, mais ils ont lâché aussi beaucoup d'énergie. Ils ont accumulé beaucoup de fatigue. Ronan O'Gara n'a pas pu faire tourner tant que ça son effectif. Il y a des garçons qui ont été extrêmement utilisés, et normal, parce qu'il en avait absolument besoin. En plus, il y a eu de la casse quand même. Surtout que la saison déjà, La Rochelle n'a pas été il y a eu de la casse. chanceuse, Ils sont allés se peler cette qualification en perdant l'axe droit. Antonio Skelton, qui est celui qui aura fait... qui les a portés jusque sur le toit de l'Europe il n'y a pas si longtemps que ça. Donc oui, voilà, il a tout résumé, Pierre Bourgarit, et à ce sport, surtout dans les fins de saison. Vous vous rendez compte, vous regardez toutes les années précédentes, les champions, c'est quasiment toujours une équipe qui a été qualifiée dans les deux premiers. Même les barragistes, c'est rare de les retrouver en finale. C'est juste pour montrer que l'énergie dans ce sport où, alors on ne va pas refaire la politique du rugby aujourd'hui, mais les saisons sont interminables, les calendriers se chevauchent, les compétitions se chevauchent. Il y a certains joueurs qui disputent un nombre de matchs. Voilà, c'est trop, c'est trop. Et surtout quand les années se cumulent. Donc, en fin de saison, c'est quand même souvent la fraîcheur physique et mentale qui fait la différence. Et alors, j'aimerais parler d'un joueur qui a brillé et qui a dit ce soir avoir fait le meilleur match de sa carrière. Qu'est-ce que vous avez pensé de Yohan Tanga, François ? Yohan Tanga, finalement, ça nous étonne pas parce que c'était un joueur qui était annoncé pour tutoyer les sommets qu'il a tutoyés ce soir. Il avait mis du temps, on sait qu'il a vécu des histoires personnelles compliquées, une saison dernière aussi compliquée à l'image de son équipe. Mais là, il est revenu et au meilleur moment, franchement, ce qu'il a fait, c'est assez exceptionnel. Contre son ancien club. Oui, contre son ancien club en plus. Donc c'est un peu un signe. Il y avait plusieurs Parisiens qui jouaient contre leur ancien club et qui les ont donc éliminés ce soir. Mais non, il a bien assisté, comme tu le disais, c'était le meilleur match de sa vie. Bon, ça lui appartient, je ne les ai pas tous vus. Non, mais ses stats sont quand même belles sur ce match-là. Yohan Tanga, c'est le genre de garçon qui, quand il est dans cet état-là, il te fait avancer sur tous les ballons qu'il prend. Et ce soir, 138 mètres ce soir. Voilà. Mais ce soir, à chaque fois qu'un ballon lui est passé entre les mains, il a avancé. Et forcément, dans une équipe, quand il y a un garçon qui te fait gagner ses mètres précieux, forcément, c'est beaucoup plus simple de jouer derrière. C'était pas forcément le cas ce soir, mais en demi-finale, si Tanga reste à ce niveau, c'est des joueurs comme ça qui vont porter le Stade Français. Quand tu es un peu fatigué, quand tu en as marre, tu vois un joueur qui fait l'effort de plus, qui casse ce premier plaquage. C'est ça qui te donne envie de faire, toi, l'effort de plus, d'y aller. Et je pense que Tanga peut être un des facteurs X du Stade Français sur cette fin de saison. Donc le Stade Français va affronter Montpellier la semaine prochaine. Ça va être dur. Une opposition en mêlée fermée. En tout cas, sur les... attention, il ne faut pas les restreindre uniquement à ça, ces deux équipes, parce qu'elles savent être polyvalentes, elles savent transformer le jeu. Mais alors par contre, c'est peut-être les deux équipes les plus impressionnantes des derniers mois sur ce qu'on appelle les fondamentaux. Voilà, je trouve qu'elles ont une maîtrise en termes de conquête, de jeu au sol, de défense, mais même, j'allais dire, tout ce qui concerne le contact, quoi. Physiquement, ce sont deux équipes vraiment impressionnantes et sur ce que j'appelle donc les fondamentaux, les bases, elles sont extrêmement en place. Et attention, ce qui fait gagner des titres, c'est quand même à la base, justement, ces fondamentaux-là. Si tu n'es pas en place en défense et en conquête, tu vas rarement soulever un trophée. Nos amis anglais disent no scrum, no win. Là, on aura deux belles mêlées à Marseille. Et comme tu disais, deux premières lignes de chaque côté de très haut niveau, c'est-à-dire que les titulaires ou les remplaçants. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si Erdosio est remplaçant, tu fais rentrer Erdosio, c'est formidable. Ou sinon, c'est fort l'état, enfin, peu importe. Mais des deux côtés, c'est des joueurs qui ont de toute façon le niveau pour être titulaires. Et quand ils entrent, c'est génial pour leur équipe. Donc là, les mêlées ne devraient pas flancher, comme on a pu le voir du côté Rochelais ce soir. Donc au moins dans cet exercice, ça va être magnifique. Mais je pense qu'au-delà de ça, parce que c'est aussi ce qui fait le sel de ces phases finales,
On va voir des équipes déjà plutôt en forme, parce que Montpellier Ouais. a pu se reposer, parce que le Stade français n'a pas dû se peler un match jusqu'à la 80e minute très serré. Donc c'est plutôt bon de ce point de vue-là. Et que ce soit Montpellier ou le Stade français, ça va être deux équipes qui vont vraiment pas être drôles à prendre ensuite. Donc, Non, un duel de titans. Duel de Ouais. titans, et puis parce que Montpellier, c'est comme le Stade français, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi une équipe qui a bien géré son effectif ces dernières semaines. Donc, ce sont en tout cas deux équipes qui ont montré une certaine fraîcheur, je trouve, dans la dernière ligne droite de la compétition. Et parce que aussi notre boulot, c'est de passer quelques coups de fil à droite et à gauche. Ce sont deux équipes qui font pas rire depuis un petit moment. Mais alors justement, en parlant de fraîcheur, les Parisiens nous ont dit qu'ils repartaient au boulot dès demain. Est-ce que ça va pas être quelque chose qui peut peser aussi dans la balance, sachant que Montpellier... Alors tu sais, le boulot, ça peut aussi consister à Oui. du travail vidéo et du travail en salle. Je suis pas sûr que dans les 2 ou 3 prochains jours, les Parisiens ils vont mettre beaucoup d'intensité sur le terrain. Et en tout cas, je peux t'assurer Mais ils d'une n'ont pas de chose. pause, quoi, ils n'ont pas de break. Ah ben, mais c'est pas grave, là, ils vont enchaîner, ils le savaient, leur physionomie de fin de saison était comme ça. Et c'est beaucoup plus facile de repartir au travail quand tu viens de mettre 45 points à La Rochelle que dans n'importe quel autre contexte. Donc alors, franchement, je suis pas très inquiet pour les Parisiens en termes de fraîcheur physique. Voilà. Ok. Bon, bah alors, je rappelle Montpellier, Stade français, ça sera samedi soir à Ouais, 21h05. deuxième demi-finale. Voilà, c'est ça. Et je vous propose maintenant de passer au second barrage qu'on a pu voir samedi soir. C'était Pau qui recevait le Racing au Hameau. Et les Racingmen l'ont emporté 33-31. Ils ont fait tomber la section pour la première fois de la saison chez elle. Collazo l'a dit, ils ont réussi à mettre de la vitesse physique, mentale et technique. Et ça leur a plutôt réussi, j'ai envie de dire. Est-ce que vous vous attendiez à ce que le Racing joue de cette façon et à ce qu'ils aient les armes pour faire tomber, pour la première fois de la saison, la section chez eux? Ils ont été très forts, là, on les sait déjà très forts. Déjà dans les entames de mi-temps, que ce soit la première ou la deuxième, ils ont fait mal à la section. Cette section, on en parlera peut-être un peu après, mais qui a été peut-être un peu naïve et pris par l'enjeu de ce premier match de barrage à domicile en plus. Donc il y avait forcément beaucoup de pression sur les épaules béarnaises. Mais non, le Racing, Collazo a complètement réussi son pari. Il a refait de ce Racing une équipe dangereuse, capable de se qualifier déjà, et capable d'aller gagner partout. On l'avait vu lors de la dernière journée, certes face à une équipe toulousaine largement remaniée, mais ils s'étaient imposés. Là, ils enchaînent et donc ils sont qualifiés en demi-finale. Ils vont retrouver Toulouse. Ce sera évidemment un match bien différent, mais le pari est réussi pour le Racing. On l'a d'ailleurs senti un peu dans les déclarations des Racingmen en fin de rencontre. On avait le sentiment un peu qu'ils étaient déjà très contents du chemin qu'ils avaient parcouru. Peut-être, j'ai envie de dire, peut-être trop contents parce qu'il y a quand même cette demi-finale à jouer. Alors évidemment, ils ont fait une très bonne saison, ça on ne peut pas leur enlever. Mais maintenant, il faut quand même aller jouer cette demi-finale, bien sûr. Et bon, j'imagine qu'ils auront les ambitions de faire tomber Toulouse. Mais la saison n'est pas terminée. Et il faut quand même féliciter ce Racing, évidemment, qui a été porté par des joueurs. Pas forcément les joueurs auxquels on pouvait s'attendre. Donc Tuisova a été placé sur le banc. Ça a été un des choix forts, on peut dire, de Collazo. Mais des Abossi a été très bon. Bodon s'est révélé cette saison. C'est le Maxime Bodon. C'est le seul joueur de l'élite qui a fait tous les matchs, qui a participé à tous les matchs. C'est pas celui qui a le plus joué, mais il a été là toute cette saison pour le Racing, donc il ne s'est pas blessé. Ça veut dire aussi sa force, sa régularité. Il fait partie des joueurs qui se sont révélés, je pense, du côté du Racing cette saison. L'immense réussite de ce Racing, et c'est à mettre au crédit essentiellement de Patrice Collazo, avant de parler de jeu, c'est de ce qu'il a réussi à créer dans ce groupe. Et ça, c'est pas uniquement sur ce barrage ou sur cette fin de saison, il faut même remonter un an et demi en arrière. Le Racing, quand Stuart Lancaster en était à sa tête, et Lancaster c'est un formidable technicien, peut-être l'un des meilleurs aujourd'hui sur la planète rugby, mais on trouvait en tout cas que ce Racing essayait de bien jouer au rugby, mais manquait cruellement d'identité, de caractère, et vraiment Patrice Collazo, il a refait de cette équipe une équipe de caractère. Et on l'a vu sur cette fin de saison, parce qu'il y a une espèce de flamme quand même dans ce groupe qui
un peu trop longtemps a été un céphalogramme un petit peu plat, et là, c'est plus du tout le cas. Un groupe qui est capable de se rebeller, qui est capable d'être alors extrêmement fort. Là aussi, j'y reviens sur les fondamentaux, c'est très cher d'ailleurs à Patrice Colazo, mais ce serait vraiment injuste également de la réduire à ça. Je veux dire, quand elle veut transformer le jeu, elle en est capable. Elle a été capable samedi soir d'aller aussi contester Pau sur certains de ses immenses points forts, notamment les duels aériens. Mais en tout cas, il a su amener une sorte de feu intérieur dans ce groupe qui, aujourd'hui, est porté quand même par cette euphorie. Alors, contrairement aux Rochelais, ben, eux, il leur restait de l'énergie, il leur reste encore de l'énergie. Et moi, je ne sais pas jusqu'où peut aller cette équipe du Racing, parce qu'elle est vraiment étonnante. Je rebondis sur ce que tu as dit, François. Ils ont affiché beaucoup de satisfaction d'être arrivés jusqu'ici. Alors, effectivement, le chemin est pas terminé. Mais parce que leur saison est réussie. Mais leur saison est réussie. Mais alors, pour avoir écouté un peu les conférences de presse d'après-match, ils ont beaucoup insisté sur le fait que l'année dernière, ils étaient quand même à jouer le maintien une bonne partie de la saison. Ouais, parce que c'était la première saison, je te laisse dérouler, François, derrière. C'est la première saison depuis qu'ils étaient remontés en top 14 qui ne se qualifiaient pas pour les phases finales. Et franchement, ça a été un petit traumatisme dans ce club qui avait pris l'habitude quand même dans ce top 6. Et je crois que c'était important de retrouver le top 6 cette année. C'est ça, c'est important de montrer que c'était peut-être juste une erreur de parcours et que voilà, ça peut arriver, quoi. Ça a été, je pense, une saison de transition. Et comme Jérémy l'a dit, Colazo a réussi à remettre quelque chose, mais ça prend du temps aussi, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il a fallu que des joueurs comme Tuisova peut-être trouvent leur meilleur niveau, mais d'autres. Il y a eu des bons recrutements. Il y a eu aussi cette année des joueurs qui se sont révélés. Maniera, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. 21 plaquages et un raté. Mais un match de dingue. Le petit Carbonneau quand même qui montre un caractère aussi à ce poste de numéro 9. Il y a eu Gosson en début de saison qui a été un peu dépassé depuis dans la hiérarchie. Mais non, il y a eu... D'ailleurs, Gibert fait une fin de saison colossale. Gibert fait une excellente fin de saison. C'est ce genre de joueurs, en fait, qui ont fait que le Racing, c'est devenu une vraie équipe. Ils jouent tous, ils jouent tous ensemble. Et je pense que c'est ça qui fait leur force. Évidemment, ils ont un très bon pack. D'ailleurs, je pense que dans les quatre demi-finalistes, on a peut-être les 4... comme Jérémy le disait, les 4 meilleures équipes, ou en tout cas les plus régulières, dans les fondamentaux. Ouais. Ils ont par exemple réussi à contrer Pau sur les ballons portés hier. Je pense à ce ballon porté où Pau a l'occasion de revenir un peu et non, finalement Escobar gratte le ballon. Alors Pau a fait sa force, une de ses véritables forces, c'est ses ballons portés. Donc non, c'est un vrai groupe qui vit ensemble et qui peut peut-être aller loin. Franchement, je ne dis, ils ne seront évidemment pas favoris face à Toulouse, mais ils ont encore des belles choses à faire. Je pense. Et dont le vécu, l'expérience collective a joué un rôle prépondérant, parce qu'en face, c'était quand même le premier match de phase finale, élimination directe pour la très grande majorité de cet effectif palois, sur qui je voudrais quand même dire un mot. Moi, ça fait des années, ça fait 10 ans que je couvre l'actualité du Stade Toulousain. Et la génération actuelle, la génération dorée de Toulouse, qui a empilé 7 titres depuis 2019, et ben, ça m'a fait un petit peu penser à ça. C'est que moi, je le couvrais, ce match de barrage en 2018 contre Castres. C'était le premier match de phase finale de top 14 pour les François Cros, Julien Marchand, Thomas Ramos, enfin voilà, tous ces joueurs qui, derrière, sont devenus parmi les meilleurs de France et du monde. Et bien pareil, cette chape de plomb, il l'avait pris un peu sur la tête et il s'était incliné à domicile dans ce barrage en 2018 contre Castres. Et ça m'a un petit peu rappelé ça pour cette génération paloise qui est bourrée de talent, qui est bourrée de qualité, mais qui avait besoin aussi d'en passer par là. Et ça reste un apprentissage. Il est terrible, il est douloureux. Et les Palois, ils auraient pu gagner ce match sur la fin. Mais il n'empêche, je pense qu'ils ont été un petit peu aussi assommés par le contexte de cette rencontre. Un match à élimination directe, c'est jamais comme un autre. La preuve, ils avaient remporté tous leurs matchs à domicile. Et ils perdent celui qui est malheureusement le plus important. On en a parlé souvent sur l'émission de peut-être que la section perdrait un peu ses moyens lors des phases finales si elle réussissait. En tout cas, il fallait peut-être en passer par là. Il fallait passer par là. Ça s'apprend en fait. On apprend à gagner des matchs de phase finale et pour ça, il faut aussi sûrement en perdre parce qu'on ne peut pas devenir du jour au lendemain la meilleure équipe de France.
La section a déjà réussi quelque chose d'exceptionnel en se qualifiant en plus à domicile. Et pour ça, il faut dire bravo à tout ce club, il faut dire bravo à Sébastien Piccheroni qui, depuis plusieurs années, construit quelque chose de vraiment fort, avec des joueurs vraiment de la région. Ils ont une cellule de recrutement qui est géniale. Je pense à Fabien Broboiry qui sont allés chercher, des Théo Atisogbe. Enfin, ils ont construit quelque chose de vraiment très fort. Et c'est la réussite de tout un club, de tout un territoire. Malgré cette élimination, il ne faut pas omettre la saison formidable qui a été faite. Pau a longtemps été premier. Ils ont appris, voilà, ils ont perdu. Maintenant, Pau va devoir revenir. Et Pau devra montrer qu'ils ont tiré les leçons avec des joueurs qui auront un an de plus, parce que beaucoup sont jeunes encore. Il y en a qui sont devenus internationaux cette année ou qui le sont depuis seulement quelques saisons. Donc c'est des joueurs qui vont prendre dans les années futures beaucoup d'expérience. Je pense que Pau a la volonté de garder ses joueurs et de construire quelque chose sur le long terme de très intéressant. Jérémy disait que ça lui faisait penser à Toulouse. Moi, ça me fait aussi penser au Bordeaux d'il y a quelques années, qui s'est construit petit à petit. Notamment, au début, on parlait beaucoup de Bordeaux comme une équipe, dans ses premières années où ils atteignent le top 6, une équipe très forte derrière, qui manquait encore un peu peut-être de densité devant. C'est un peu moins le cas peut-être pour la section, mais c'est aussi le cas parce qu'ils ont une ligne de trois quarts exceptionnelle. Donc c'est compliqué d'être aussi fort devant. Mais ils sont en train de construire quelque chose avec des gros noms qu'ils ont fait venir, des Montoya, des Hugo Radou qui a fait un match exceptionnel et qui va continuer de progresser parce que lui aussi il est très jeune. Donc je pense que pour toutes ces raisons, il faut dire bravo à la section. Et à mon avis, c'était pas un simple. On les reverra à ce niveau-là. Il y a une phrase un peu bateau que nous sortent souvent les coachs, mais qui est quand même vraie. Ils disent souvent qu'il y a autant de vérité dans la défaite qu'il y a de mensonges dans la victoire. Et c'est la raison pour laquelle je pense vraiment que les garçons qu'on a cités, les Broboiry, Gaëton, Atisogbe, Oradou, etc., qui sont des talents indéniables, ils vont ressortir grandis. Oui, mais aujourd'hui, on est à chaud, mais ils vont ressortir grandis. Mais surtout, c'est ce que Sébastien Piccheroni disait en après-match, c'est que Théo Atisogbe, par exemple, il n'a pas fait tomber un ballon en 3 ans. Bon, on ne va pas lui en vouloir si c'est arrivé hier. Et j'ai l'impression qu'il est dans ce projet, voilà, de les accompagner et il a conscience que ça prend du temps et surtout, voilà, Mais parce que c'est un bâtisseur, Sébastien Piccheroni, et parce qu'il a eu aussi la chance d'être dans un contexte, dans un projet où on lui a donné quand même quelque chose à faire à long terme. Et pour preuve, c'est que Pau a progressé d'année en année. C'était la première fois qu'il se qualifiait pour le top 6. Alors malheureusement, il trébuche sur cette dernière marche, enfin cette marche-là en tout cas du barrage, alors qu'il s'était offert un barrage à domicile. Mais c'est pas forcément un coup d'arrêt. C'est une étape supplémentaire. Et l'année prochaine, mais il faudra faire mieux. Parce qu'il y a le potentiel pour faire mieux à Pau, quoi. La déception, elle sera si Pau l'année prochaine n'est pas dans le top 6, ou même, j'allais dire, si Pau n'est pas en demi-finale. Là, on pourra parler d'une déception, comme ça a été le cas, par exemple, de Bayonne cette saison. Ouais. Mais à partir du moment où tu avances, bah, ton projet, il continue de grandir. Et tout l'objectif, tout l'enjeu pour les Palois, pour la section aujourd'hui, bah, c'est d'être encore dans le top 6 l'an prochain et d'aller accrocher une demi-finale et voir mieux. Exactement. Ces joueurs, maintenant, vont aussi devoir apprendre à jouer avec une certaine pression parce qu'on est en droit d'attendre des choses d'eux parce qu'ils nous ont montré que c'était pour beaucoup déjà des grands joueurs. Donc, comme le dit Jérémy, on va les attendre maintenant. Depuis plusieurs années, ils passaient pas loin du top 6 sans jamais réussir à l'accrocher. Maintenant, ils l'ont fait. Et je pense que beaucoup n'accepteront pas, ou au moins attendront d'eux qu'ils se qualifient à nouveau dans le top 6 et qu'ils fassent mieux. Même si, on le sait, dans ce top 14, c'est très très compliqué. On a vu que des très grosses écuries ne parvenaient pas à se qualifier. Mais on va attendre que Pau continue à rester très forte au hameau, aille accrocher des équipes à l'extérieur et devienne une véritable grosse écurie de ce championnat dans les années à venir, je pense. Et donc Toulouse Racing, ça sera vendredi soir. Un remake de 2023. C'était déjà la demi-finale à Saint-Sébastien. Qu'est-ce que vous attendez de ce match ? Est-ce que Toulouse doit avoir peur de ce Racing ? Ah bah oui. Toujours. Oui, sur le papier. Alors surtout qu'en plus, en l'occurrence, alors que Toulouse soit le favori de cette demi-finale, c'est une évidence. Les Toulousains, même si on a beaucoup
souligné, et nous les premiers, leur inconstance des dernières semaines, avec des résultats ou des performances un petit peu en dents de scie, mais il faut aussi remettre dans un contexte où les Toulousains caracolaient en tête du championnat et avaient un matelas assez confortable. Et c'est pas toujours simple à vivre ces fins de saison où tu sais que tu risques quand même pas grand-chose pour valider ton billet pour la demi-finale. Tu as une forme d'impatience à arriver à ces matchs à élimination directe. Et surtout, les Toulousains, ils ont cette expérience, ils les connaissent mieux que personne, hein, ces contextes-là. Mais alors, s'il y a bien une équipe sur le papier qui peut faire peur, c'est le Racing. Enfin, je veux dire, c'est quand même un effectif hyper dense, c'est des facteurs X un petit peu partout. Je veux dire, tu as cité les Tuisova, les Abosi, Naitouvi, qu'on risque de retrouver sur la feuille de match, Merni Arara. Enfin, donc, c'est une équipe sur un jour J, quand ça veut bien marcher, qui peut faire plier à peu près tout le monde. Donc, je pense que les Toulousains, ils en sont conscients. Mais ils ont aussi l'expérience, le vécu suffisant pour se concentrer sur eux et puis pour avoir préparé très bien cette échéance avec un stage durant la semaine qui vient de s'écouler en Espagne où, voilà, sur les infos qui nous sont remontées, le groupe a vraiment basculé, switché comme il en a l'habitude. Et en tout cas, malgré de nombreuses incertitudes, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et notamment chez des gros joueurs côté toulousain, voilà, pour les citer, Flamand, Dupont, Graou, Chocobares, Ramos, c'est des garçons qui ont des pépins physiques ces derniers temps et qui ne sont pas encore sûrs à 100% de tenir leur place. Les Toulousains, ils ont un seul mot d'ordre, c'est d'être maîtres de leur destin, quoi, de se concentrer sur eux. Mais moi, justement, j'ai hâte de voir ce Stade Toulousain si fort ces dernières années, qui a vécu une fin de saison un peu différente dans le sens où il y a eu, pas vraiment sur les résultats, mais plus... il y a eu plus de critiques en fait cette année, j'ai l'impression que les observateurs, notamment des critiques qui ont été visées directement vers des joueurs, ce qu'on ne voyait pas les années précédentes parce que bon, on avait le sentiment qu'ils étaient vraiment un ton au-dessus. J'ai vraiment envie de voir comment les mecs, s'ils peuvent jouer, les Ramos, les Marchands, les Dupont, comment ils vont réagir, parce que c'est dans ces très grands matchs-là qu'on voit de quel bois sont faits les joueurs. Bon, ils n'ont évidemment pas à prouver que ce sont des grands joueurs, on le sait depuis de très nombreuses années maintenant, mais j'ai envie de voir comment ils vont réagir, parce qu'ils n'ont pas encore vraiment connu non plus ces critiques qui ont pu être faites par une partie des observateurs. Donc j'espère qu'on va les revoir à leur meilleur niveau, et tout le monde, je pense, a envie de les voir à leur meilleur niveau, parce que c'est des joueurs qui, quand ils sont à leur meilleur niveau, nous régalent. Et c'est mieux pour le rugby français, tout simplement. Donc j'ai très envie de voir la réaction de ces joueurs et surtout, j'espère qu'ils pourront tous tenir leur place. Alors, juste pour dire qu'on peut trouver toujours des différences, mais pour couvrir l'actualité du stade depuis des années, le contexte, il n'est pas tellement différent. En tout cas, il est assez similaire à celui d'il y a un an. Hein. Pareil, la fin de saison avait été en dents de scie. Il y avait eu aussi une énorme déception avec une demi-finale de Champions Cup ratée à Bordeaux qui avait provoqué une énorme remise en question en interne. Alors là, c'était le quart de finale hein, qui a eu sensiblement les mêmes effets cette saison, mais demi-finale, quart de finale, voilà. Et qui avait provoqué notamment des remous dans le 15 de départ. Je vous rappelle quand même que des garçons comme Meafou, comme Pitaaki, comme Cyril Bay avaient perdu leur place de titulaire. Donc, juste pour dire que les doutes qui entouraient un petit peu cette équipe chez les observateurs, ils existaient aussi il y a un an, avec une équipe de Bordeaux qui était un petit peu dans l'euphorie de son titre en Champions Cup. Et, mine de rien, les Toulousains avaient su quand même basculer avec une demi-finale pas totalement aboutie contre Bayonne, mais une finale dantesque, et des deux côtés d'ailleurs, entre Toulouse et Bordeaux. Donc je pense quand même qu'ils ont ce vécu-là, et eux, aujourd'hui, voilà, en interne en tout cas, ils s'appuient là-dessus, quoi. Eux se disent... C'est quoi vraiment qui est différent par rapport à l'an dernier? Très bien. Je vous propose de passer à l'Access Match. Provence, qui s'est incliné face à l'USAP. 24-47. Bon, quatrième victoire pour l'USAP en Access Match sur 5 saisons. Voilà. Bon. Est-ce que le maintien finalement est surprenant? Est-ce qu'on est surpris au bout de 4 ans? C'est marrant parce que la transition, on parlait de Toulouse qui est spécialiste pour basculer au moment des phases finales top 14. Alors en l'occurrence, l'USAP est vraiment spécialiste pour basculer sur l'Access Match. Je vais laisser parler juste après François, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une logique qui a tout simplement été respectée sur ce week-end, et ça n'enlève rien à tout le mérite de Provence Rugby qui a
fait une fin de saison formidable, qui a réussi à faire trembler Vannes en finale de Pro D2. Et croyez-moi que c'était pas chose aisée parce que Vannes était tellement au-dessus du lot. Et qui a réussi pendant une demi-heure. Les 30 premières minutes, on y a cru. Enfin, on y a cru. Elle fait plus que trembler l'USAP, ils ont mené 10-0. C'est ça, et quand le carton orange arrive à la 30e, on se dit, bon, oui, il y avait déjà eu un carton jaune avant. C'est mal parti. Mais après, une fois que l'USAP a renversé le match, alors physiquement déjà, je trouve ils se sont mis à gagner les contacts. Sur le rugby, où je trouve quand même que l'USAP, mine de rien, d'entrée à proposer des longues séquences où je pense que de la part de Laurent Labitte, c'était voulu en sachant que cette équipe de Provence allait finir par s'épuiser parce que depuis des semaines, elle est sur le pont. Et c'est ce qui s'est passé au moment où Provence a un peu baissé de ton physiquement. Ils ont fait des fautes déjà. Ils ont à leur tour eu deux cartons coup sur coup qui ont équilibré les débats. Et l'USAP qui a continué à proposer des séquences, à être audacieuse avec 2 pénalités jouées vite à la main sur les 2 premiers essais. Et après, je n'allais pas dire que c'est un match à sens unique, mais pas loin. Oui. Ben, en fait, tu l'as dit, je pense que la situation de Provence Rugby est un peu comparable à celle de La Rochelle, dans le sens où ils sont arrivés, ils étaient évidemment très fatigués. Ils avaient enchaîné des très grosses victoires déjà en phase régulière parce qu'ils espéraient encore accrocher le top 2 et la demi-directe. Mais donc ils avaient dû battre Vannes déjà à domicile. Ils étaient allés battre Valence-Roman lors de la dernière journée, à chaque fois avec leur équipe type. Puis en barrage contre Brive, ils éliminent Brive à un énorme match. Puis ils vont battre Colomiers. Donc ils étaient déjà sur une série absolument exceptionnelle. Ensuite, il y a encore cette finale qui dispute jusqu'au bout face à Vannes. On se dit il aurait peut-être même mieux valu que ça soit moins serré pour qu'ils puissent se reposer. Mais non, ça a été serré jusqu'au bout. Donc ils sont arrivés sur cet access match forcément usés, forcément fatigués. Alors qu'en face, tu avais une équipe de Perpignan qui était préparée, qui avait pu faire tourner ces dernières semaines, qui avait complètement fait tourner lors de la dernière avec un banc de touche. Oui, la dernière journée de top 14. En fait, Perpignan savait depuis des mois qu'ils se concentraient sur cet access match. Ils ne savaient juste pas qui ils allaient jouer, mais bon, ils savaient ce qu'eux avaient à faire. Et en fait, ils l'ont bien fait, parce que même si pendant 30 minutes, Perpignan a douté, ensuite ils ont mis leur jeu en place, ils se sont mis à dominer physiquement, et en fait, il y avait une classe d'écart à ce moment-là entre les deux équipes. On a eu un petit espoir à la 70e où ça remonte à 24-33. Ouais, je crois que c'est un peu l'énergie du désespoir à ce moment-là. Mais on n'en est pas si loin en vrai. Je crois vraiment que l'USAP à ce moment-là avait une énorme marge. Et puis bien sûr. La grande et force on l'a vu, il y a eu quand même 2 essais. Complètement. Et la grande force de ce Perpignan, c'est justement, malgré le fait que Provence Rugby a pris le score, ils ont gardé une certaine sérénité. Je pense que ce match avait été très bien préparé. Et je pense que Laurent Labitte, en interne, avait préparé un petit peu tous les scénarios, notamment celui de l'euphorie des Aixois, qui était quand même sur une dynamique ultra positive. Et il avait, je pense, aussi prévu que le début de match pouvait aussi tourner à l'avantage d'Aix, mais que sur la durée, eux devaient garder du coup leur sérénité pour faire basculer le match, parce qu'ils savaient très bien que Perpignan aujourd'hui avait des ressources que ses adversaires n'avaient pas. Je veux dire, quand vous perdez Urtapieta avant le match, et vous êtes capable de mettre en numéro 10 McIntyre, qui est quand même un garçon qui a prouvé qui pouvait répondre présent au très haut niveau, quand vous êtes capable à la demi-heure de jeu de coacher et de faire entrer Peseli Yato, qui a été monumental, qui a été le grand homme de cet access match, je pense que c'était bien joué en fait de l'avoir sur le bord, parce que l'énergie qu'il a amenée, alors plus tôt que prévu, mais a été fondamentale. Le Corvet qui a amené aussi une énergie folle quand vous faites rentrer à une demi-heure de la fin Pozzolo Tulagi, je veux dire, outre le fait qu'il a renversé des Aixois comme il a l'habitude de le faire, je pense que mettez-vous à la place des joueurs de Provence Rugby, que vous êtes menés, que vous êtes au bord de la rupture et que vous voyez Tulagi arriver. Donc je pense que grâce à ce coaching, ce scénario qu'avait un petit peu prévu Laurent Labitte, il a eu un coup d'avance et je pense qu'il a gagné le match un petit peu mental dans la tête par rapport aux hommes de Philippe Saint-André. Mais Philippe Saint-André, il ne pouvait pas faire mieux, quoi. Il a fait avec les moyens du bord à ce moment-là. Je pense aussi que Provence Rugby, c'est une jeune équipe qui apprend elle aussi encore beaucoup. C'était la première fois qu'elle disputait ce genre de match. Et on l'a vu sur le début de match, ils dominent, ils sont meilleurs que Perpignan, mais au final, il n'y a que 10-0. Donc on se dit qu'ils ont raté le coche parce qu'ils pourraient mener 17-0, même
peut-être 21-0, enfin Ouais. peu importe. Mais ils n'ont pas réussi à concrétiser leurs 20-30 minutes de domination. Et c'est ça qui leur a fait défaut. Varero, qui est la révélation de Provence Oui, Rugby cette saison, il a raté beaucoup de points au pied. Ouais. Mais comme on l'a dit pour Pau, Provence, c'est un jeune club. C'est une jeune équipe avec beaucoup de jeunes joueurs. Et je pense qu'en Pro D2, ça va devenir un véritable ogre de Pro D2. Et ils vont être dans les favoris pour la montée l'année prochaine. Donc, vas-y, désolé. Et on va les revoir en tout cas. Pas forcément au match de barrage parce que Mhm. peut-être qu'ils monteront. Enfin, on va pas tirer des plans sur la comète non plus. Mais c'est un club qui est en train de très bien se construire. Et je pense qu'il y a la véritable volonté de monter en top 14, qui veut se structurer pour ça. Contrairement à certaines équipes de Pro D2 qui, on le sait, sont un peu plus tiraillées et pour qui la montée en top 14 ferait un peu peur, comme ça a été le cas cette saison pour Montauban, qui n'était pas prêt pour ça et qui l'a subi ensuite tout au cours de cette saison. Pour finir sur l'USAP, je voulais juste dire, pour moi, il y a un tournant du match qui est quand même hyper symbolique et révélateur. C'est cette pénalité rapidement jouée à la main par Tommaso Alan. Je crois qu'à ce moment-là, ils sont menés de 3 points, c'est ça, non, Oui. les Perpignanais. On est en fin de première mi-temps. Ils ont cette pénalité à 30 mètres en face qui est quasi donnée pour un buteur de la trempe d'Alan. Tout le monde pense, et les Aixois les premiers, qui va prendre ses points. Et le mec, il joue, parce qu'il voit qu'il y a un coup à jouer sur l'extérieur, il joue rapidement à la main, il passe par De La Fuente qui sert Forner et ça fait essai. Mais comment dire, cette séquence-là, si tu marques pas, tu peux te faire assassiner par à peu près tout le monde sur un match à élimination directe où tu as 3 points qui sont quasiment offerts. Mais ça prouve à quel point, je pense, le staff avait aussi décomplexé les Catalans, avait décomplexé les joueurs sur le côté il faut les déplacer, il faut se montrer audacieux, il faut être enthousiaste. Et clairement, cette action-là, au-delà de permettre à l'USAP de passer devant et de prendre 4 points d'avance, je pense que mentalement, elle fait complètement basculer la rencontre. Oui. C'est super dur pour les Aixois de se relever de ça. C'est une gifle terrible. Et au contraire, elle donne un coup de fouet, mais fantastique aux joueurs de l'USAP. Joris Cazeval, le demi-mêlée remplaçant de Provence Rugby, l'a dit à la fin du match. Cet essai, le fait de revenir à la mi-temps après avoir dominé pendant 30 minutes, le fait de revenir en étant derrière au score, ça leur a fait très mal. Et ils savaient que si tu es derrière au score face à une équipe théoriquement meilleure, si tu es derrière au score à la 40, à la 50e, c'est très très compliqué de revenir, surtout avec le banc du Surtout qu'ils SAP. ont remarqué juste en sortant des vestiaires. hein. Exactement. Oui, bah après, Donc, le fameux momentum, ce qu'on appelle en rugby, il avait basculé, il était perpignanais. À partir de là, nous, Et dans la il y télé, avait plus vraiment de François, suspense. on avait compris ce qui allait se passer. Et c'était quand même super important pour l'USAP aussi de gagner ce match, parce que j'ai tendance à croire qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer dans ce club, avec Laurent Labitte qui a quand même prolongé 4 ans. C'est pas rien, avec un recrutement hyper ambitieux, avec quand même quelques joueurs de stature internationale. On sent quand même qu'il y a une volonté de consolider les fondations et de se montrer quand même ambitieux pour justement arrêter de vivre cet access match tous les ans, arrêter de vivre avec cette guillotine au-dessus de la tête et se montrer en mesure d'aller voir un petit peu plus haut au Donc classement. pour toi, l'année prochaine, on peut espérer mieux de la part Ouais, de mais l'USAP. alors, ce top 14, il est, Voilà, tellement, en il fait- est tellement dingue, tellement homogène. Laurent Labitte le disait à la fin du match, s'ils ne commencent pas leur saison en janvier, déjà ça va les aider. Non, Bon, mais, lui, il était consultant chez nous en début de saison, donc il a pu le voir, il regardait bien tous les matchs. hein. mais non, mais après ça va être très compliqué de se projeter déjà sur la prochaine saison, parce que Vannes, qui est l'équipe qui monte, Il monte est avec des construit des pour moyens. ce top 14. Ouais. Déjà, il y a 2 ans, ils avaient fait très bonne impression, même s'ils Ouais. descendent, ça avait été serré jusqu'au bout. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'équipes, enfin, il y en a forcément au moins une qui va descendre, mais Ouais. alors Mais dire l'année qui. prochaine, on est sur... Et surtout, Ah ben, je mets pas le PEL hein, pour l'instant. hein, il y a- sur, et surtout, ça va être très dangereux pour des gros clubs, parce que Ouais. il y a, en fait, il y a il y a quand même la question Vannes, même s'ils sont construits pour ça, on va attendre de voir ce que ça donne, même si je pense qu'ils vont être très durs à prendre. Mais il n'y a que des équipes qui sont construites pour ce top 14, et il y a forcément une grosse écurie qui va tomber. Donc ça va être, je pense, encore une fois, une formidable saison de top 14. Bon, en tout cas, Provence n'a pas de regrets, de gros regrets à Bah, avoir si à on a, la c'est plus sur la finale. Quoi. Non, mais parce qu'on est un petit peu... Tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure sur Pau, sur la construction vers
vers une demi-finale, vers un titre, etc. C'est ce qu'est en train de vivre Provence. Je pense que Provence a vécu une marche supplémentaire, a acquis une expérience diabolique sur ces phases finales. Et ce groupe-là qui touchait, qui tutoyait ces sommets de la Pro D2 depuis quelques années, mais qui s'arrêtait en barrage, en demi-finale, mais là, ils ont été vivre une finale de Pro D2. Ils ont été vivre un match d'accession et ils ont existé à chaque fois, même si le score est lourd sur l'access match, mais ils ont existé. Et Philippe Saint-André, quand même, c'est un garçon qui a un CV long comme le bras, qui a quand même connu le rugby international, qui a été champion de France il n'y a pas si longtemps que ça avec Montpellier. Enfin, croyez-moi, il a l'expérience, il sait aussi construire un groupe et il sait que ce groupe-là, il a beaucoup appris ces dernières semaines. Il n'était peut-être pas encore prêt tout à fait à aller jouer en top 14, mais ça rappelle, François a fait un parallèle qui est équivoque, ça rappelle le Van d'il y a 2, 3, 4 ans, qui est en train de se structurer, qui est en train de tout mettre en ordre pour un jour être prêt à monter dans l'élite. Et Provence Rugby, l'année prochaine, va faire partie des 2, 3, 4 très grosses cylindrées de cette Pro D2 qui, sur la ligne de départ, en tout cas, feront figure de favorites. Après la finale, Manuel Varero, donc le jeune arrière portugais, disait on est une équipe très jeune, on a encore 4, 5, 6, 7 ans à aller chercher. Je pense qu'il a raison. Je pense qu'ils se sont construits cette année une expérience qu'ils n'avaient pas encore. Et maintenant, comme pour Pau aussi, à une échelle différente, cette expérience sera primordiale pour les saisons prochaines parce qu'on va les revoir à des altitudes similaires. Et c'est une équipe qui va être très dangereuse en top 14, en Pro D2, pardon. J'ai envie de me mouiller même un peu plus que Jérémy et dire que l'année prochaine, ils feront partie des top 2 prétendants à la montée en top 14. Alors moi, je suis briviste, donc j'espère que exactement, je pensais à Brive et Provence. Bon, alors ça me va. Mais en tout cas, c'est beau d'avoir ces classements qui sont un peu chamboulés, qui sont avec des clubs qu'on n'attend pas forcément tout de suite. Ouais, mais là où tu as raison, en plus, Provence Rugby, pareil, il y a quelques mois de ça, on ne les voyait pas forcément aller disputer ce dernier vie. Et moi, je les imaginais enchaînaient pas. 5 défaites à un moment, au cœur de... Et moi, je les imaginais pas, sur une éventuelle finale, être capables de rivaliser comme ils l'ont fait avec Vannes, que je voyais tellement au-dessus du lot en Pro D2 cette saison. Et franchement, cette équipe de Provence, sur la fin de saison, elle a été bluffante, avec là aussi des sacrés facteurs X. Bituniata fait une fin de saison colossale. Alors, il y a eu un roman autour de lui là, sur cet access match où annoncé forfait. On a commencé à avoir des bruits depuis 2-3 jours de il va jouer, puis finalement il s'est entraîné, puis il a fait l'échauffement, il ne devait pas jouer, finalement bon bref. Et d'ailleurs ça a été un des symboles de l'access match parce qu'il a coûté cher quand même en défense, mais il a énormément aussi apporté en attaque. Bref, tout ça pour dire que oui, évidemment que cette équipe de Provence, il faudra compter sur elle l'an prochain, et plutôt 2 fois qu'une. Eh bien, merci messieurs. Merci Achraf, en régie. Merci Achraf. Merci à vous d'avoir répondu présent au rendez-vous et puis merci à ceux qui vont nous écouter chez eux. On se retrouve jeudi pour le rendez-vous habituel de Kick-Off Rugby. Non, je ne serai pas là. Non, je ne serai pas là. Dommage. Laisse-moi un petit jour de repos. Je pars le vendredi à Marseille, donc si je peux un petit peu souffler. Samedi prochain pour le débrief de, on l'espère, magnifique demi à Marseille. Tu nous feras un coucou depuis là-bas. Avec grand plaisir. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée à tous.